Comment les Européens peuvent-ils réagir? On va voir un extrait du communiqué. Le président de la République, en particulier Emmanuel Macron, réaffirme son soutien de manière très affirmée à Volodymyr Zelensky, en disant que rien ne peut se faire en l'absence de l'Ukraine. Des négociations constructives ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités. Mais que peuvent faire les Européens si vraiment l'accord est inacceptable à leurs yeux? La voie vers la paix en Ukraine ne peut être tracée sans l'Ukraine. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Et on va lire la suite du communiqué qui est tout à fait intéressante. Il dit plus tard que la ligne de contact doit être le point de référence. Donc quand même, il y a l'idée qu'il y aura des négociations. Et donc, Jean-Dominique Merchet, y compris des négociations territoriales. Ouais. Écoutez, je ne vois pas comment il peut y avoir un accord sans négociation territoriale. Ça me semble impossible. Il y a une situation de fait. La situation de fait, c'est que la Russie contrôle 18%, 19% du territoire ukrainien et que l'Ukraine n'a pas aujourd'hui et n'a pas à vision humaine dans les 2-3 ans qui viennent, les capacités de reconquérir. Et pourquoi? Est-ce que ce n'est pas du défaitisme de dire ça? Pendant des mois et même des années, on a dit, et on dit toujours, et c'est vrai, la Russie économiquement se porte mal, et on dit, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas du défaitisme, c'est une réalité militaire, du terrain. L'Ukraine, en 2022, a réussi quelque chose d'extraordinaire, à arrêter l'offensive russe et à repousser les Russes d'une grande partie de son territoire. Est-ce que ça pose un problème de crédibilité pour les Européens? On a dit on vous soutiendra jusqu'à la victoire. La victoire, ça veut dire recouvrer tout son territoire. Oui, victoire, c'est pas... Sauf que la perspective de la victoire, aujourd'hui, elle n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Vous êtes tous d'accord avec ça? Il n'y a pas de perspective de la victoire sur le militaire sur le terrain. C'est ce que dit maintenant le général Yakovlev. Il l'a dit sur notre antenne. Mais comprenez que ça choque beaucoup de ceux qui nous écoutent. En principe, qu'est-ce qu'a dit Michel Yakovlev? La même chose que vous. Si Michel Yakovlev, le plus anti-russe de tous les commentateurs de ce plateau, brillant, extrêmement brillant, Jean-Dominique Merchet, il ne s'agit pas d'être général le dit, vous comprenez bien que... Non, mais... Il ne s'agit pas d'être pro ou anti, mais... Si on le connaît, il a un sens de la formule anti-russe très fort. Mais cela étant, si on tient une ligne de dire on va aider un pays à recouvrer son territoire jusqu'à la victoire, c'est jusqu'à la victoire, c'est pas jusqu'à la négociation de 18%. Oui, mais... Je pense qu'on n'a pas dit jusqu'à la victoire, on a dit jusqu'au bout. Et je me souviens... La France a dit jusqu'à la victoire. Ah bon. Mais il y avait eu... C'est quoi la victoire? Une caricature, je ne sais pas si c'était dans le New York Times ou ailleurs, en disant, c'était Zelensky qui disait à l'époque, c'était Biden, vous avez dit que vous nous aideriez jusqu'au bout, enfin, till the end. Et Biden répond, this is the end. C'est la fin. Donc, il y a cette ambiguïté, c'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'on ait dit jusqu'à la victoire. La France a dit jusqu'à la victoire, mais c'est normal. Quand on aide un pays, c'est pour reconquérir son territoire. C'est pas pour dire 18%, vous allez devoir les passer par pertes et profits. Là-dessus, il y a une phrase terrible. Si vous regardez de ce que dit Gilles Evans, il parle de paix relative, de paix qui ne fera que des mécontents. Et effectivement, là, on voit celui qui est fasciné par Saint-Augustin. Mais il y a parfois des victoires totales, type l'écrasement de l'Allemagne nazie. Ok, on plante le drapeau sur le Reichstag, c'est très bien. Mais c'est rarissime. Les paix sont souvent des compromis, et tout compromis est ressenti comme injuste par les deux parties. Mais attendez, c'est un sacré compromis. Regardez la carte, la comparaison. Regardez la comparaison en termes de région, de ce que représente. Alors, je crois que c'est 18%, c'est ça à peu près? Oui, je crois que c'est 18-19%. Voilà. Imagine-t-on, en 1944-45, on aurait dit à la France, jusqu'à la victoire, mais la victoire, c'est moins Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Non, mais Darius, un problème de crédibilité. Ça nous est arrivé, mais c'était en 1870. L'Alsace-Lorraine. 71, on a perdu l'Alsace-Lorraine. Mes ancêtres ont quitté l'Alsace pour ne pas devenir allemands. Alors après, évidemment, en 1918, c'est reparti de l'autre côté. Mais ça arrive dans l'histoire. Ça nous est arrivé, à nous, Français, de perdre 3 départements avec des gens qui ont été obligés qui ont voulu quitter parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous le... Mais alors attendez, si on vous entend, est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie dans les critiques contre Trump, parce qu'on dit ce que fait Trump est inadmissible, mais si de toute façon c'est pour arriver à ça, que ce soit les Européens, les Martiens ou Donald Trump qui signent le papier, à la fin il y aura une négociation territoriale?
Oui, mais tout à fait. Mais sous Biden aussi, en fait. Bon, il a quitté ses fonctions. Moi, j'avais assisté à des réunions où il y avait des Ukrainiens, où il y avait des Russes, pas des Russes, pardon, des Américains. Les Ukrainiens avaient expliqué qu'ils avaient tardé à faire la contre-offensive parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des négociations autrement. Et les Américains qui étaient là ont dit, mais de toute façon, il va y avoir des négociations. Une guerre, c'est pas indéfini, sauf s'il y a une victoire claire. Donc, que ce soit Biden ou Trump, de toute façon, il allait avoir des négociations. Et ça ne veut pas dire reconnaissance des annexions. Oui. Rappelez-vous, les pays baltes ont été annexés par l'Union soviétique après... Oui, en attendant, il y a des décennies qui passent. Oui, mais ils sont restés pendant des décennies dans les cartes. On les montrait comme différents de l'Union soviétique. Pour les Baltes qui ont vécu quoi, 40 ans, 50 ans. C'était terrible. Plus que ça. C'était monstrueux. Bon. 90, 50 ans. Voilà, 50 ans. Pour le Balte qui avait 20 ans, 45, qui a dû attendre, je ne vais pas lui dire, désolé, il faut attendre d'avoir 70 ans. C'est terrible, mais voilà, mais c'est la réalité des rapports de force à l'issue d'une guerre. Et donc là, on peut très bien imaginer que l'Ukraine ne va pas reconnaître cette annexion. Sur les cartes, elle montrera toujours les territoires de 2014, etc., etc. Est-ce que l'Europe peut se rebeller? Est-ce que l'Europe peut dire aux Américains, nous continuons la guerre avec les Ukrainiens contre les Russes? Est-ce que vous y croyez? Non. Pourquoi non? Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est simple. Non. Continuer à soutenir l'Ukraine aujourd'hui, avec quoi? Avec quoi? On fait des communiqués, on évoque quelques chaînes d'armement qu'on remet en état, on a des problèmes déficitaires, on a d'autres problèmes sociaux. Aujourd'hui, à un moment donné, il va bien falloir dire qu'on ne peut plus. Alors pour l'instant, on peut encore, parce qu'on est dans une forme de négociation et on veut soutenir l'Ukraine tant qu'on peut, mais objectivement, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à l'Ukraine dans sa défense? Le commandant Poutot n'est pas d'accord. Parce que ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de dire qu'on leur donne rien. Et tout d'un coup, on dit que si on leur donne moins que rien, ils n'avanceront pas. Mais la France a donné beaucoup. On peut pas dire rien donné. Oui, mais par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, c'est pas ça. On dit si l'Europe, tout d'un coup, dit non, mais les Suédois viennent dire qu'ils allaient les aider encore plus. Or, si vous écoutez ce que dit le chef d'état-major ukrainien Syrski dans sa dernière déclaration, où tout le monde s'est posé les questions de savoir si c'était que des déclarations par rapport au terrain, c'est-à-dire par rapport à la guerre où on laissait penser qu'ils étaient en train de reculer. Il a dit quelque chose qui me semblait beaucoup plus, pour ma part, de l'ordre du politique. Il a dit non, l'Ukraine ne considérera jamais avoir perdu tant qu'ils n'ont que cette guerre est finie, tant qu'ils n'auront pas récupéré. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Mais je pense que là où on peut nuancer, c'est que les Européens, pour le moment, ne peuvent pas. Ils pourront peut-être. Toute la question, c'est cette phase de transition extrêmement difficile entre ce moment où effectivement on ne peut pas remplacer totalement les Américains et ce moment où petit à petit quand la machine de cette industrie de défense, qui a démarré avec retard, la Russie en économie de guerre totale, 40% du budget pour la défense, la guerre, etc., 8-9% du PIB, nous on est très en retard, mais voilà, on démarre. Prenons toutes les hypothèses. Il y a aussi l'hypothèse que l'Europe n'ait pas le choix. Et c'est l'hypothèse selon laquelle les Russes seront tellement agressifs qu'ils vont provoquer l'Europe. Regardez ces images, c'est Belousov, ministre de la Défense russe, qui était en déplacement à Kaliningrad. Et dans l'image, dans ses propos, dans ce qui a été déclaré, on le voyait en début d'émission concernant les missiles, il y a une façon de dire à l'Europe, de menacer l'Europe presque par avance. Oui, non, mais il y a une brutalité russe et de l'intimidation, des menaces, tout ça n'est pas nouveau et ça s'est renforcé effectivement depuis la guerre. Mais je pense que ça répond aussi à ce qu'a dit le SACEUR, c'est-à-dire le commandant en chef des forces terrestres de l'OTAN, qui a dit si les Russes attaquent, on prend Kaliningrad dans un temps record. Donc je pense que c'est aussi ça. Il y a effectivement des échanges sur ce point. Cette région de Kaliningrad, pardon, j'ouvre une parenthèse, je vous redonne toute la parole, mais le général Yakovlev, puisqu'on le citait, le même disait, et là on voit qu'il n'a rien perdu de sa fibre combative, il disait Kaliningrad, les Alliés pourraient frapper et causer des dégâts considérables à Kaliningrad. Ce serait un des premiers actes, disons, de contre-feu. Justement, c'est ce qu'a dit le commandant en chef des forces terrestres de l'OTAN, c'est ça, le SACEUR. Oui, c'est ce qu'il a dit. On attend et ce qui n'est pas, d'ailleurs, ce qui est pas impossible. Donc, il y a effectivement dissuasion réciproque. Mais ce que je voulais dire sur les Européens, quand même, c'est-à-dire, il y a l'aspect militaire, effectivement, mais il y a l'aspect politique aussi, parce que on peut-être, nous, se rebeller, mais les Britanniques sont dans une situation très particulière. Si Trump dit à Starmer, tu fais ça, est-ce qu'il va aller à l'encontre des demandes de Donald Trump? C'est pas sûr. Rappelez-vous cette scène incroyable où Trump est dans le bureau ovale à côté de Starmer et il se fiche de sa tête, littéralement. Il dit, mais vous allez continuer la guerre seul?
Et là, on voit cette armure qui se décompose, parce que, évidemment... Oui, justement, Darius, quand on voit ce qui s'est passé et au sommet de l'OTAN, où quand même les Européens se sont couchés devant les Américains, et surtout avec la négociation sur les droits de douane, avec cette scène humiliante de Ursula von der Leyen au Golfe en Écosse, on voit bien que la capacité de résistance des Européens est assez faible. Quand l'impérator, l'empereur américain parle. Alors que leurs intérêts... Là, on parlait de gros sous européens. Leurs intérêts directs étaient en jeu. On a accepté, sans broncher, le diktat commercial américain. Donc, beaucoup de scepticisme sur la capacité des Européens à inverser le cours des choses. C'est malheureux. C'est malheureux. L'Européen que je suis le regrette, mais il faut le constater. Pourquoi Kaliningrad? Expliquez bien ça, Général Chomsky. Quand on voit la carte, on voit cette image de Belousov qui choisit maintenant de se rendre à Kaliningrad. C'est comme une espèce d'enclave, de porte-avions russe au sein de l'Europe et au sein de l'OTAN. C'est pour ça que c'est une cible très aisée, elle est pratiquement encerclée. Donc de toute façon, ça serait aisé effectivement de détruire cet endroit-là, mais en cas, rappelons-nous quand même, d'agression contre un État de l'OTAN. On ne peut pas dire au jour au lendemain qu'on va nucléariser ou pas d'ailleurs cette enceinte. Mais les moyens ont été mis. Il me semble aussi qu'ont été déployés des Iskander, qui sont porteurs d'éventuelles armes nucléaires. Alors, on ne sait pas s'il y a des armes nucléaires à Kaliningrad, mais c'est une éventualité. Donc on est surtout une enclave qui est en otage, et finalement qui peut être une monnaie d'échange en quelque sorte. Mais je ne crois pas qu'on en soit là aujourd'hui. Et pour revenir à la question qui est évoquée sur les Européens, n'oublions pas comme que les Européens, à la date d'aujourd'hui, ont plus donné en armement que les Américains. Ce qu'il ne faut pas oublier. Donc on a fait quelque chose. Maintenant, pour revenir à ce qu'a dit Marc Semo tout à l'heure, oui, notre problème, c'est le calendrier. On ne sera pas prêt avant 2 ou 3 ans. Toutes les machines se sont mises en route. Et pour l'instant, on n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, le créneau pour Poutine, sinon pour Trump, c'est que maintenant, dans l'année qui vient, c'est d'obtenir tous les résultats sur l'Ukraine et ailleurs, mais que nous ne sommes pas capables de répondre aujourd'hui. Il faudra attendre 2 ou 3 ans. Et ça, il faut l'accepter, malheureusement. Et nous sommes à la 4e année de la guerre. Ça veut dire qu'il aura fallu, si je vous suis, 7-8 ans pour que ce peut-être en situation 2. Ce qui montre bien quand même l'immense force de l'Europe dans cette affaire. Et le meilleur exemple, c'est quand même l'affaire des Scalp et des Storm Shadows, donc ces missiles à longue portée qu'on a donnés en quantité limitée aux Ukrainiens. Et on apprend aujourd'hui qu'on va recommencer en 2025 la fabrication de ces missiles. Pourquoi on ne l'a pas fait en 2022 ? La loi de programmation militaire, la nouvelle qui était sortie il y a 2 ans, c'était 100 mises à jour pour les missiles Scalp, sachant que la loi il y a 10 ans, c'était 400 commandes, uniquement 400 commandes. Donc il faut bien voir la réalité quand même de ce qu'on commande. Et puis mais je pense que Jean-Dominique Méchat pourra en parler largement sur finalement le non-respect de toutes les lois de programmation, sauf sous Macron, reconnaissons-le, mais tout ce qui n'a pas été anticipé dans le passé, qui a complètement affaibli notre outil de défense, qu'il soit d'ailleurs français ou européen. Cette manière pour les Russes de sans cesse recourir à l'épouvantail nucléaire, en particulier à Kaliningrad. Patrouchev, qui est un des hommes vraiment, il n'y a pas d'homme plus au cœur sans doute à la fois des services, du monde de Saint-Pétersbourg, du monde du KGB, de Poutine, il est vraiment au cœur de tout ça. Toute atteinte militaire à l'intégrité territoriale de Kaliningrad sera immédiatement et brutalement réprimée par l'utilisation de toutes les forces à notre disposition, comme le prévoit la doctrine militaire et la dissuasion nucléaire. Comment voulez-vous qu'il réponde à ce qu'a dit le général commandant en chef des forces terrestres américaines en Europe et en Afrique, Christopher Donahue, qui dit en un temps record, on saisit de Kaliningrad. On est dans la logique et la surenchère, c'est pas du Medvedev. Il se réfère à la doctrine nucléaire russe, alors qu'il a abaissé le seuil d'emploi d'ailleurs du nucléaire depuis septembre de l'année dernière. Mais voilà, on est dans un jeu normal. Mais ce qui est très significatif, c'est qu'effectivement, il y a cette focalisation de l'attention sur Kaliningrad, les pays baltes, parce que c'est là que pour le moment, tout peut déraper. Oui, la réaction des Russes est rationnelle, logique. Mais on dit un peu la même chose, nous. C'est-à-dire que la doctrine de défense de l'OTAN, qui est une doctrine de dissuasion, dit que derrière tout soldat de l'OTAN en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, il y a au bout de la chaîne les armes nucléaires de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains et des nôtres aussi en réalité. Donc oui,
quand on commence à... ça s'appelle en termes de stratégie la sanctuarisation. C'est-à-dire qu'on ne met pas les pieds, l'OTAN ne met pas les pieds sur le territoire russe et la Russie ne met pas les pieds sur le territoire. Est-ce qu'il est vrai... Là, on rentre dans quelque chose de très dangereux. Est-ce qu'il est vrai qu'il existe chez les Russes, déjà Russie soviétique et Russie aujourd'hui, le fantasme de la première frappe occidentale, c'est-à-dire l'idée que les Occidentaux, les Américains, en tout cas l'Union soviétique, ça existait à l'époque. Hein. Très, très fortement, y compris dans ce qu'on appelait la Seconde Guerre froide, à partir des années 80, où après que l'avion sud-coréen a été abattu, où effectivement les Russes avaient les Soviétiques avaient cette obsession. Ce qui montre le degré de paranoïa, parce que croire à ça, l'OTAN n'est pas toute blanche, mais l'OTAN a plein, sans doute beaucoup... Mais imaginez qu'un pays démocratique de l'Ouest tente une première frappe nucléaire sur la Russie, il faut vraiment... On est dans le fantasme total. Je crois que personne ne peut soutenir une idée pareille. Oui, mais c'est la seule chose, c'est le moteur du système. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas ça, déjà que sur le conventionnel, ils ne tiennent pas, parce que on peut dire ce que l'on veut, on a un pays qui fait 40 millions d'habitants, qui tient en échec dans une guerre conventionnelle qu'eux-mêmes ont transformé, alors que nous, on a été incapables de le faire, en utilisant des drones, en utilisant des moyens auxquels personne n'avait pensé en dehors des chars et des fusées traditionnelles. On passe du conventionnel à une armée qui faisait le quart, même pas, qu'on n'arrivait même pas à mesurer par rapport à l'armée russe et qui a tenu tête à l'armée russe. Donc, il ne reste plus qu'une chose, c'est le nucléaire. Est-ce que l'idée de la première frappe, Jean-Dominique Berchel, c'est des dossiers que vous connaissez très bien, l'idée de la première frappe, de quelle façon est-ce qu'elle est théorisée par les Russes? Alors, oui, je pense réellement, ça semble absurde. Bon, et je pense que c'est absurde. Jamais... mais ils ont peur de ça. Réellement peur de ça. Ils avaient peur de ça. Et encore, je pense que parfois, ils peuvent encore en avoir peur. Et donc, comment dire, il faut tenir compte de cette peur dans le dialogue stratégique, parce qu'elle peut motiver leur comportement. Il y a eu, Marc en parlait, durant la guerre froide, des épisodes où on est passé très près d'un dérapage, notamment en 83, une manœuvre qui s'appelait, je crois, Noble Archer, où c'est un officier soviétique qui a compris que c'était pas une attaque, que c'était leur système informatique qui buguait et qui a dit non, on va pas répondre. On est passé parfois très près. Donc il faut intégrer que dans leur raisonnement, qui peut nous sembler fou, parce que je pense que nous n'allons pas bombarder la Russie, mais qu'eux peuvent le croire. Donc c'est ça qui est embêtant. Est-ce qu'il est vrai, il y a beaucoup de romans, il y a un roman qui s'appelle Guerre nucléaire, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui a un très grand succès, qui est bien fait. Alors c'est l'hypothèse la plus pessimiste, mais qui dit notamment que quand un missile est parti, l'américaine, la journaliste américaine, qui dit que quand le missile est parti, on ne peut pas savoir s'il a une charge nucléaire ou conventionnelle jusqu'à son arrivée. Donc, certains missiles, oui, bien sûr, c'est tout le problème. Nous, par exemple, nos missiles, les seuls missiles que la France a, ils sont tous, enfin, ce type de missiles, ils sont tous nucléaires. Quand il y a un doute sur la charge, et les Russes ont des missiles dont on ignore la charge, notamment les Iskander, mais d'autres aussi, Oreshnik, etc., ça pose un vrai problème. Parce que quand on détecte sa trajectoire, si on sait qu'il a 150 kilos de TNT dans la tête, il peut tomber où il veut. S'il a une bombe de 15 kilotonnes, c'est une toute autre affaire.